Dans l'Égypte ancienne, les vers de terre étaient vénérés. Cléopâtre les avait élevés au rang de divinité. Il était alors interdit de les retirer du sol et de les déranger. Au XIXe siècle, le ver de terre est tombé en disgrâce. Pendant de nombreuses années, les scientifiques les accusaient de manger les racines des plantes et conseillaient de les tuer. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est leur rôle et sont-ils menacés? C'est dans les Cévennes, terre où la nature reste préservée, que je tente de répondre à ces questions. Bonjour. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Eh ouais, vous connaissez tous ça, hein? Tout le monde fait du feu dans son jardin. Chez tout le monde, on fait du feu dans le jardin. Hein? Le barbecue. Entre autres, oui. Et même ceux qui font pas le barbecue, ils brûlent les feuilles mortes. Non? Non. Si. Non, il y a des enfants chez qui les parents brûlent jamais les feuilles mortes. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font avec les feuilles mortes alors? Ils les jettent dans la cheminée. Ah, ils les brûlent et ils les jettent dans la cheminée. Et s'ils les mettent dans la cheminée ou s'ils les brûlent, ils les mettent pas au fond du jardin, dans un petit coin, sous un arbre, à l'ombre, pour faire du compost. Non. Vous connaissez le mot compost? Oui. Ah, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Eh ben, on va réfléchir pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le compost et comment ça se fabrique et à quoi ça sert. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'automne. Les feuilles mortes, elles tombent par terre. Elles tombent par terre, elles sont de toutes les couleurs. Il y en a des rouges, il y en a des jaunes, il y en a des belles vertes, il y en a avec des taches, il y en a avec des formes comme ci, il y en a avec des formes comme ça, il y en a avec des formes comme ça, il y en a de toutes les sortes. Et les feuilles mortes se décrochent des arbres et elles tombent par terre. Ça, c'est cette année. Cette année, les feuilles, elles sont tombées par terre. Il y en a encore un peu dans les arbres, mais bientôt, elles seront toutes tombées par terre. Alors ça, c'est les feuilles qui sont tombées aujourd'hui. Ça, c'est les feuilles qui sont tombées l'année dernière, quand vous aviez un an de moins. Et ça, c'est les feuilles qui sont tombées l'année encore avant, quand vous aviez encore un an de moins. Et donc, alors là, on ne les reconnaît plus du tout. On appelle ça de l'humus. Et le mot humus, vous connaissez le mot humide? Oui. Vous connaissez humidité? Oui. Et vous connaissez le mot humanité? Oui. Eh bien, c'est la Même famille. même famille, c'est la même base. Humus, humidité, humanité, c'est la même base. Alors, ma belle. Il est presque mûr. Une bien belle texture. Serge, ça consiste en quoi la lombriculture? La lombriculture, c'est le fait de faire transformer un fumier de ferme par le travail des vers de terre pour obtenir ce qu'on appelle le lombricompost. Alors le lombricompost, c'est ce que vous voyez sur cet andin. Ici, il est presque terminé. En fait, le lombricompost, la différence avec le fumier frais, c'est qu'il a été humifié par le travail des vers de terre. Il a été transformé en humus. L'humus, c'est ce qu'on peut rencontrer dans les sols forestiers, hein, ce qui a cette odeur de sous-bois là, que
Je ne sais pas si vous la sentez, mais moi vraiment je sens que ça, quoi. Et de ce fait-là, le compost est beaucoup plus riche que le fumier frais. C'est-à-dire qu'on utilise environ 1 kg de lombricompost, là où on épandrait 10 kg de fumier frais. Donc ça représente quand même un avantage considérable en termes de stockage et de travail, simplement, quoi. Alors, vous utilisez quelle espèce de verre pour cette technique? Alors, c'est une espèce de verre un peu particulière. En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, les verres de compost. Ce sont des Essenia fetida andrei, on dit en latin. Donc, c'est un petit verre rouge qui a la particularité de ne vivre que dans les matières fraîches qu'il transforme. Et en fait, il a cette faculté de transformer son propre poids par jour. Donc, vous voyez, c'est énorme. Ça peut aller très, très vite. Parce que là, dans un andin comme ça, vous avez facilement plusieurs milliers de vers. Ils vivent, se reproduisent là-dedans. Et moi, je reproduis des conditions qui font que c'est un paradis pour eux. Et il y en a, ils vivent, ils se reproduisent. Enfin, c'est vraiment beaucoup mieux que dans un tas de fumier classique. Racontez voir un peu ce que vous voyez là. Alors ça, c'est un caillou. C'est un gros caillou, ça. Ça, on est tous d'accord là-dessus, des cailloux. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là? Et ceux-là, là? Et ceux-là, là? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont cassés. Ils sont quoi? Ils sont ronds, ils sont doux. Ils sont ronds et ils sont doux. Et c'est vrai qu'ils sont ronds et qu'ils sont doux. Et ceux-là, comment ils sont? Touchez-les, ceux-là. Ils sont rugueux. Est-ce qu'ils sont doux? Est-ce qu'ils sont ronds? Ils sont rugueux et pointus. Ils sont rugueux et pointus. Alors, et ça ressemble, on a fait un peu comme si c'était une montagne, ça. Vous avez déjà vu au sommet les Alpes, elles sont toutes pointues comme ça. Oui. La montagne, elle se transforme en galets. Et les galets, alors, il y a des gros galets, il y a des moyens galets, il y a des petits galets. Mais voilà des petits galets. Les petits galets dans la rivière, ils continuent à se cogner les uns contre les autres parce que la rivière, elle les emporte, surtout quand il pleut beaucoup et qu'il y a beaucoup de courant. Et ils se cognent les uns contre les autres et ça fait toujours sauter des petits morceaux. Et des fois, ils se cassent en deux. Des fois, on voit des galets qui sont cassés en deux. Voilà un galet qui est cassé en deux. Donc, ils se cassent, donc ça fait des plus petits morceaux. Et après, ils se cassent encore. Et bon, là, j'arrive pas à le casser parce que c'est trop dur, mais je peux casser peut-être celui-là. Voilà, vous voyez? Et ça fait des plus petits morceaux. Et chaque petit morceau, il continue à rouler dans l'eau, et à faire encore des plus petits morceaux. Et ça devient ce qu'on appelle des limons. Voilà. Et le limon, ça commence à ressembler à de la poussière. Regardez. Vous voyez qu'ils s'envolent. C'est des petits grains de sable qui sont tellement légers qu'ils arrivent à s'envoler. Et le sable et les petits limons, ils continuent à se frotter les uns contre les autres comme ça. Et ça devient encore plus fin. Et là, ça devient des morceaux comme ça. Mais alors, là, il est sous forme de morceaux. Mais je vais le mettre dans ma main. Je l'écrase comme ça. Hein? Et là, ça s'appelle de l'argile. Touchez comme c'est fin. Rendez compte comme c'est fin. Hein? Les cailloux, ils se transforment en petits morceaux et les plantes et les arbres, ils se transforment en petits morceaux. Et donc, dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Ces petits morceaux de cailloux et ces petits morceaux de plantes, ils se mettent ensemble et ça forme une couche qui est posée sur les gros cailloux qui sont en dessous. Et cette couche, on l'appelle la terre. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, alors là, j'observe le terrain dans lequel évoluent les lombriciens. Et éventuellement, ça me permet aussi de repérer certaines espèces, hein, différencier. Alors, à quoi servent les vers? Alors, les vers. Bon, là, vous voyez, donc, là, nous sommes en automne. Les feuilles des arbres tombent, jonchent le sol et créent une sorte de tapis, hein, qu'on appelle la litière. Voilà. Alors à partir de là, si vous voulez, la biomasse qui vit sur et dans le sol
va s'affairer à tout faire disparaître, hein, d'accord, progressivement. Et il va y avoir une action de transformation de cette matière en molécules simples, assimilables pour les plantes, les végétaux, tels que l'azote ou le carbone. Et donc c'était un facteur de fertilisation du sol. Les vers de terre, spécifiquement, hein, ont une action directe sur le terrain. C'est-à-dire que le ver de terre, il ingère, il broie et il digère, hein, toute cette matière végétale, organique, etc. Et ça assure un travail qui aboutit à la production de l'humus, hein, de la terre végétale, du terreau, si vous voulez. Exactement, c'est le même principe. C'est comme une forme d'usine de transformation, hein, vous comprenez? On met la feuille d'un côté et clac, il y a l'humus qui sort. C'est un gros tube digestif en fait, un ver de terre. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est exactement cette fonction-là. Aristote, dans l'Antiquité, avait dénommé les vers les intestins de la terre. C'est vraiment cette fonction qu'il faut bien saisir. Alors, est-ce que tous les vers font la même chose? Alors, non. Effectivement, certains ont des activités plus spécifiques. Je vais vous faire un petit schéma pour vous faire une petite coupe de sol, hein, pour qu'on puisse mieux se visualiser cette... Quel temps, alors vraiment aujourd'hui c'est... Alors, ici elle a commencé. Donc la classification des vers de terre. Bon, il y a énormément d'espèces, toutes n'ont pas encore été répertoriées. En revanche, donc, il y a eu une mise en place de 3 catégories, hein, bien distinctes, en fonction des activités et de ce que font les vers de terre. Les épigées, les endogées et les anéciques. D'accord? Alors, les épigées sont les vers de terre qui évoluent exclusivement en surface, au niveau de la litière. D'accord? Ce sont des vers rouges qui souvent sont couleur, justement, couleur de l'environnement, de la litière, de ocre ou quoi. Ces vers ont la particularité, donc, eux, ils fragmentent la litière, vous voyez, hein, ils assimilent de manière à faire des petites particules qui sont justement ensuite assimilables par les bactéries. Et à ce titre, ils sont donc responsables de la formation de l'humus, particulièrement. Hein. Ensuite, vous avez les endogées. Les endogées, eux, ils évoluent ici, comme ceci, dans le sol, plus en profondeur, hein, et uniquement à l'horizontale. Ce sont des vers qui se déplacent en galerie subhorizontale, comme ceci. Oui. Donc eux aussi, au même titre que les autres, ils décomposent davantage, hein, la matière organique. Bien. Et enfin, les anéciques, vous voyez, j'ai fait une petite flèche du haut vers le bas, car ce sont des vers de terre qui exclusivement se déplacent à la verticale. Hein. Alors, ils remontent à la surface du sol pour se nourrir, et ils redescendent, alors beaucoup plus en profondeur que les endogées, en revanche, et ainsi de suite, ça leur permet donc de faire un brassage continuel du sol. Ils remontent la litière, ils l'incorporent en bas du sol. Voilà. Donc ce sont des vers de plus grande taille qu'on peut trouver dans les jardins, sur le coton bêche, etc. Hein. Souvent, c'est ceux qui sont un peu plus gros. Bon. Alors cette action, alors, ils ont vraiment un rôle majeur, ces vers, hein, sur la question du brassage et de l'aération du sol, hein, qui est vraiment essentiel. Hein. Je voudrais reprendre là cet aspect. Il faut savoir que le ver de terre vient complètement aérer le sol. Vous comprenez? Donc, en ce moment, aujourd'hui, c'est le temps est un peu... Bon. Quand il pleut comme ceci, vous voyez, là, ça augmente la capacité d'absorption, simplement, hein, puisqu'il y a des trous dans le sol. Donc, l'eau, comme ça, pénètre en profondeur, et ainsi, voilà. Il faut savoir que, justement, l'inconvénient et les difficultés que nous observons sur des sols, hein, où les vers de terre n'ont plus leur place, c'est-à-dire que des traitements chimiques, etc., acidification des sols, les vers sont partis. Là, la terre, il y a un phénomène de, comme ça, un petit peu de compactage qui arrive, hein, et l'eau ruisselle, hein, elle n'est plus absorbée par le sol. À partir de là, on découle les phénomènes d'inondation, par exemple, hein, oui, où l'eau ruisselle dans les fleuves débordent, inondation. Aussi simple que ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de cette manière, l'humus est vraiment installé. Et voilà. Si ce n'est pas le cas, ça ravine. Vous comprenez? Le sol n'est pas absorbé, il ravine et ça part dans le fleuve. Tout est perdu. Toute la matière, tout le terreau qui a été fabriqué n'est pas consommé par les végétaux. C'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Et les vers servent aussi de nourriture aux autres animaux, non? Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors, il est évident qu'il y a vraiment un aspect très important qu'il faut souligner. Tout simplement, les vers étant une biomasse conséquente dans le sol, toutes les espèces qui vivent dans les sous-bois s'en nourrissent, pour certains exclusivement ou en partie, si vous voulez. Hein. Mais c'est une alimentation, ce sont des aliments très riches en protéines. Alors, ça représente une masse carnée conséquente, hein, et qui permet donc aux animaux de se nourrir, tels que les sangliers, les renards, les bécasses ou d'autres.
Bah, c'est quand même, alors c'est vraiment inscrit dans la chaîne alimentaire. Là aussi, le ver de terre est indissociable de l'écosystème. Et vous avez des poules alors que c'est le plus grand ennemi des vers là? Ouais, ce sont mes poules, ouais. Ce sont mes poules, mais bon, bah, elles sont enfermées et puis j'aime trop les œufs pour m'en passer. D'accord, elles viennent pas sur les andins? Non, non, elles viennent pas. Je fais en sorte qu'elles ne viennent pas. Mes petits vers, j'y tiens. Quelle est cette étape de la lombriculture, Serge? Alors là, en fait, je suis sur, on pourrait appeler l'aire de séchage du lombricompost. Bon là, vous voyez le lombricompost que j'ai pas pu utiliser tout de suite au jardin. Je le mets ici, je l'étale pour qu'il sèche bien uniformément. Bon, je vérifie, c'est ce que je faisais tout à l'heure, je vérifie un peu s'il est bien sec. Et une fois qu'il est uniformément sec, eh bien je l'ensache. Je le mets dans des sacs et comme ça, je peux le garder autant de temps que je le désire pratiquement. Alors, ça me fait quand même, au niveau de la texture, ça me fait quand même penser énormément au terreau. Alors, quelle est la différence avec celui qu'on peut acheter en grande surface n'importe où? Ah, ben, la différence, c'est que ça n'est pas du terreau, tout simplement. En fait, c'est beaucoup plus riche qu'un terreau. Et le terreau, c'est ce qu'on appelle un support de culture. Un support de culture qui permet d'enraciner les racines, quoi. La terre d'un jardin potager, c'est également un support de culture. Mais le lombricompost, c'est un amendement. Un amendement, c'est un élément qu'on apporte à la terre ou au sol dans un pot pour nourrir la terre et améliorer un peu la texture, si vous voulez, du sol, quoi. C'est une sorte d'engrais? C'est une sorte d'engrais. Disons là, on va rentrer dans les termes un petit peu techniques, mais pour vulgariser, on peut dire que c'est une sorte d'engrais. Voilà. Et alors, quelles sont les utilisations du lombricompost pour les professionnels? Je ne sais pas si vous en vendez ou... Moi, si vous personnellement, c'est surtout pour mon usage personnel et pour quelques amis. J'ai un ami horticulteur notamment qui vient m'en prendre un peu. Mais bon, il y a des entreprises qui font ça à une grosse échelle, quoi. Et ça peut être utilisé par à peu près toutes les personnes qui produisent du végétal, horticulteurs, maraîchers principalement, mais aussi des pépiniéristes, où ça sert bien aussi pour les plantes en pot. On peut l'utiliser pour les plantes en pot sans aucun problème. Vous, c'est indispensable sur vos jardins? Vous êtes maraîcher? Moi, j'estime que c'est indispensable. Mais je suis en jardinage biologique, donc c'est pas l'approche qu'on peut avoir habituellement. Moi, j'estime que c'est indispensable. Parce que ça permet justement d'avoir une structure très intéressante du sol qui fait qu'au bout d'un moment, on n'est même plus obligé de le bêcher. Il est grumeleux comme un terreau. Derrière vous, c'est des lombricompostières? Tout à fait, tout à fait. Alors vous avez ici deux modèles différents, un jaune et un bleu, mais c'est pas ça la plus grosse différence. La principale différence, c'est qu'ici, vous avez une compostière horizontale et là, une verticale. Donc le mode de fonctionnement, la lombricompostière horizontale est divisée en deux. Le bac est divisé en deux. Vous voyez ici, j'ai une grille qui me permet de diviser en deux. De ce côté-ci, là, actuellement, j'ai les vers et les déchets végétaux. Donc en fait, là, les vers sont nourris de déchets végétaux. Les déchets de la cuisine, quoi, principalement. Les épluchures de légumes, le café, le thé. Et je les nourris régulièrement. Ils transforment toute cette matière en un humus stable, comme vous le savez. Et ensuite, une fois que la hauteur désirée est atteinte, je remets des aliments dans l'autre bac, de l'autre côté du bac, la matière végétale ici. Les vers sont attirés là, puisqu'il n'y a plus rien à manger ici. Donc ils migrent tous de ce côté-ci, à travers la plaque qui a des trous. Et le processus recommence. Ils recommencent à se nourrir ici. Moi, je récupère ça, et puis ainsi de suite. Quant à la lombricompostière verticale, le fonctionnement est grosso modo le même. Sauf qu'au lieu d'être séparé en deux comme ça, c'est séparé sur la hauteur. Alors, pourquoi faire du lombricompost plutôt qu'un compost au coin d'un terrain, d'un jardin? Eh bien, en fait, on fait du lombricompost en lombricompostière comme ça parce que ça permet déjà un compostage plus rapide. Là encore, on optimise le travail des vers.
Et de ce fait-là, le compostage étant plus rapide, on a un dégagement d'odeur qui est quasiment inexistant, qui est beaucoup moindre qu'un compost dans un jardin. Donc ce qui fait que comme on n'a pas de dégagement d'odeur, il est tout à fait envisageable d'avoir ça chez soi, en intérieur, en ville, dans un appartement par exemple. Voilà, c'est pour ça moi que j'ai ces compostières ici. Mais ce procédé de compostage utilise un animal, le ver. Alors en ville, en appartement, c'est pas trop contraignant tout de même? C'est pas trop contraignant. Bon, il faut trouver l'équilibre, le juste équilibre au niveau hygrométrie et quantité de nourriture qu'on apporte au ver. S'il y a trop d'eau, par exemple, bon, là ça pourrit et c'est là que ça dégage une odeur pas forcément très agréable. S'il n'y en a pas assez, bon, bah, les vers sont pas dans leur élément, donc ils travaillent pas. Et au niveau de la quantité de nourriture à apporter, il faut apporter la quantité qui est en adéquation avec le nombre de vers qu'on trouve dans le compost. C'est-à-dire si j'ai une vingtaine de petits vers, je ne vais pas y apporter 500 grammes de déchets verts. Ils n'arriveront jamais à les transformer. Et là, c'est là que ça dégage une odeur. Mais on trouve cet équilibre très facilement. On trouve ça très facilement. Et si vous voulez plus d'informations, de toute façon, tout est disponible sur l'Internet. On trouve toutes les informations, vous tapez lombricompostière et là, vous aurez tout ce qu'il faut. Vous pouvez même acheter les vers. Ah ben d'accord. Et donc vous conseillez de faire ça en appartement? Ah, moi, je conseille tout à fait de faire ça en appartement parce que ça permet de recycler les déchets végétaux plutôt que de les jeter à la poubelle et qu'ils soient bêtement incinérés dans un centre de traitement des déchets. Là, on les récupère, on les transforme en humus et derrière, si on a des plantes d'appartement, on peut les mettre à la surface des pots. Et ça nourrit les plantes, ça leur fait vraiment un très bon engrais. Les plantes sont en forme et si vous donnez ça au ficus de mamie, là, il va vous crever le plafond. Est-ce que vous auriez le document, vous savez le livre de Pontalet, s'il vous plaît? Je suis très surpris. Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, l'appareil, il a regardez, vous avez constaté, il a l'appareil digestif totalement obstrué. Est-ce que les vers de terre sont réellement en danger? C'est-à-dire que depuis les années 1970, avec l'avènement de l'agriculture intensive, on assiste à des phénomènes d'acidification des sols, de pollution importante, qui altèrent considérablement la biodiversité. Bon, à partir de là, la terre devient de moins en moins fertile, et il est certain que la population des vers a tendance à diminuer. Bon, je vous rappelle que cette espèce représente 70% de la masse animale terrestre, espèce humaine comprise. D'accord. Alors, vous vous rendez compte que c'est quand même primordial. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors bon, moi je sais que je dis que je suis lombricologue, que j'étudie le comportement des vers de terre. Je sens bien que ça n'a pas trop de crédit. Par exemple, moi j'observe un peu le comportement des étudiants à la faculté. Bon, ils s'orientent davantage sur les études sur l'ornithologie. Alors évidemment, les oiseaux, les papillons, c'est bien. Hein, mais les travaux sur les vers de terre sont essentiels. Hein. Je crois que là, c'est vraiment important que le message passe. C'est pas du tout avec les OGM qu'on va sauver la planète. Il faut nourrir la terre pour qu'elle puisse soigner les végétaux. Voilà. Ça, c'est... Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est un sujet passionnant. Hein. J'étudie ça depuis longtemps. C'est un peu ma vie. Alors, Vous parliez de passion. Comment ça vous est venu, Alain? Ah, écoutez, c'est pas exactement... Bon, je sais en revanche que j'ai un souvenir d'enfance comme ça où j'allais souvent à la pêche avec mon grand-père le dimanche. Et donc nous allions toujours recueillir des vers de terre, il fallait donc de l'appât avant d'aller jeter les cannes à l'eau. Et j'étais déjà fasciné par cet animal, le voir évoluer comme ça sous terre. Et j'avais toujours une petite pointe d'amertume lorsqu'il fallait l'accrocher sur l'hameçon, vous voyez, et le jeter à l'eau comme ça, en attendant que les poissons viennent les gober. Enfin voilà. Donc, bon, je sais pas, ça vient peut-être de là. Derrière vous, c'est un terrarium.
Oui. Il y a des vers dedans, vous faites des expériences avec? Ah oui, il y a des vers. Alors, des expériences, bon, c'est un bien grand mot. Hein. Disons que, bon, on a quand même reproduit les conditions naturelles hein, dans lesquelles ils évoluent. Mais, si vous voulez, ce sont quasiment comme des vers de compagnie. Et on les a baptisés, on leur a donné des prénoms. Alors, Claude, René, Dominique, Jackie, Dany. Bon, vous voyez, bon, c'est surtout des prénoms mixtes. Hein. Parce que c'est vrai que vous savez que comme les lombrics sont des animaux qui sont très peu mobiles, donc qui ont développé une sexualité un peu extraordinaire, ils sont hermaphrodites. Alors vous voyez ici, ce que je fais, c'est que j'épand le lombricompost en surface sur mon potager. Et bon, je bine un peu entre les plants de laitue pour désherber et éviter que ce soit les mauvaises herbes qui profitent de mon lombricompost. Et c'est vraiment une technique de jardinage que je pratique ici chez moi depuis environ 6-7 ans et qui commence à réellement porter ses fruits. Vous voyez que le sol est d'une belle couleur noire. Oui, par ici, je suis dans le jardin du bas. Ouais, je vous disais, le sol est d'une belle couleur noire, il est fertile, alors qu'avant ici c'était vraiment un champ de cailloux, quoi. Bonjour. Comment Salut. tu vas, Canus? Salut Serge. Canus, je m'y ferai jamais. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ben oui, ça va, bonjour. Travail. Ah, c'est aujourd'hui qu'ils venaient tourner alors? Ouais, c'était aujourd'hui, ouais. D'accord. Je leur montre un peu comment j'utilise le lombricompost. Eh oui. Bon, alors oui, tu leur montres ton beau potager là. Avec c'est des beaux radis ça, dis donc. Eh Oui, bon, c'est un petit peu plus des laitues, Alain, mais ah oui. ouais, Oui, d'accord, oui. la Ouais, pratique, hein, bon. c'est pas... Oui, c'est ça. Ouais, mais ça pousse bien. c'est Ça pousse bien, Ouais, voilà, ça pousse c'est bien. l'important. Mais on mange ce qui est au-dessus et pas ce qui est sous la terre. Mais oui, bien sûr. C'est une des grosses différences. Tu sais que j'ai reçu le fax en définitive. Ah, tu l'as reçu? Ouais. D'accord. Ils ont mis le temps à répondre quand même. Hein. La météo s'est pas trompée pour une fois, là. On n'est pas gâté. Ouais, c'est bien que tu aies pu venir aujourd'hui. Hein. Ah ouais. On a donc mis en place une association. On voulait un petit peu te présenter notre projet qu'on a donc commun. créé voilà, avec l'ami Serge. Donc, bon, notre association s'appelle Touche pas à mon verre. C'est le point de départ de l'association, c'est le verre. Voilà. Donc on est parti vraiment. Hein bon, c'est un peu ce petit clin d'œil, hein, bien sûr, touche pas à mon verre. Bon, mais c'est certain que pour nous, l'intérêt, c'était de mettre l'accent d'abord, effectivement, surtout sur les vers de terre, puisque c'est quand même cet intérêt commun au départ qui nous a rapprochés, qui nous a donné envie de nous engager dans cette démarche associative. Mais au-delà de ça, pour nous, c'est vraiment un propos à vocation écologique dans sa globalité. Hein. C'est-à-dire qu'en partant de ce phénomène-là, on voudrait vraiment faire un travail de sensibilisation et de prise de conscience voilà, de la position de l'homme hein, dans son environnement. Il y a longtemps que vous avez commencé à faire des démarches de vulgarisation comme ça ou... Alors l'association, donc, ça fait 1 an et demi, il y a eu le site internet qui est un bon support, je pense. Hein, Ouais. où bon, là, les gens peuvent venir consulter, éventuellement même des profs qui peuvent s'en servir pour leurs cours, etc. Mais en revanche, tout ce qui est atelier, contact avec le public, ça c'est relativement récent. Alors nous, voilà, le message, on va essayer de le marteler. Alors bon, après marteler, pas non plus, il ne s'agit pas de faire passer les choses en force, mais quand même, quoi, vraiment, essayer de reprendre les choses où elles sont. Alors c'est vrai que c'est là où nous, bon, on a tenté une journée découverte il y a quelques temps, qui a pas trop mal marché. Hein, c'était
Ouais, c'était intéressant. Manquait un petit peu, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Eh oui, oui, c'est ça, c'est vrai que... Moi, j'habite une ferme qui est... Alors, j'ai des collègues qui sont aux portes de Montpellier ou aux portes d'Alès, etc. Les bus de 50 places, ils arrivent, voilà, ils déchargent leur cargaison de gamins, c'est facile. Moi, je suis en Cévennes, c'est extrêmement dur. Donc, j'ai décidé, puisque les gamins ne pouvaient pas venir à la ferme avec facilité, d'aller dans les écoles. Ouais, c'est parce que c'est ça qui nous manque aussi. On attend peut-être un peu trop que les gens viennent vers nous. On les sensibilise, on fait des opérations de communication. Mais je pense qu'on est peut-être trop passif. On attend que les gens viennent. On a mis au point une exposition sur comment fonctionnent les sols, comment les sols naissent, vivent et meurent, comment les actions des hommes peuvent maintenir la fertilité des sols ou la dégrader. Ouais. Ce stand nous a permis d'aller à la rencontre du grand public, quoi. Et donc, après, on entre dans les problèmes de communication. Hein, oui, parce que c'est compliqué. Si tu vas au-devant des gens, il faut qu'ils aient envie il faut leur donner envie de te regarder, de s'arrêter pour te regarder. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, il faut Et trouver... il faut savoir susciter, arrêter, accrocher le regard des gens. Et susciter l'intérêt. Donc à la limite, quelquefois, il faut savoir un peu travestir un peu le... Il faut savoir faire de la mise en scène. Voilà. Pour arriver à faire passer le fond. Ouais. Hein que ce soit moins rébarbatif, quoi. C'est intéressant. Alors, un peu plus. Nous, ce qu'on a trouvé comme éléments les plus accrocheurs sur notre stand, c'est d'utiliser des excréments d'animaux. Ouais. Alors ça, je vais dire, ça attire tous les gamins. Mais oui. Parce qu'ils sont fascinés par la merde, voilà, sous toutes ses formes. C'est ça. L'odeur, l'apparence, la chaleur. Le fait qu'il y ait de voir des crottes exposées quelque part, ça, c'est... C'est vrai qu'il faut réhabiliter la merde, quoi. Il faut savoir la remettre. Surtout quand on a fini, quand on a compris quel rôle elle joue. Dans la maintenance de la fertilité et de la vie des sols, quoi. Tant qu'on n'a pas perçu ça, d'ailleurs, on brûle, on balance tout, quoi. Tout finit à l'incinérateur, quoi. Alors que la mort, doit être propre. Tout ce qui meurt, c'est ce qui va faire le terreau de la Renaissance, quoi. Vive le pourri, le pourri c'est un peu l'approche que j'ai, moi, au travers des lombricomposts, puisque des lombricompostières, j'essaye de dire justement à un public un peu urbain qu'on peut faire ça chez soi, au travers d'applications un peu ludiques, en disant qu'il n'y a pas d'odeur, mais ce qui est vrai. Et justement, que l'intérêt, c'est que on arrête de jeter des déchets qui vont être incinérés, des déchets verts, des choses comme ça, qui peuvent avoir une utilité beaucoup plus importante que de toute façon, un compost bien fait n'a pas d'odeur, quoi. Voilà. Un compost mal fait a de l'odeur. Donc ça s'apprend. Donc tout ça s'apprend. Donc il va falloir faire de la pédagogie, il va falloir apprendre des trucs. Donc l'idée que je retiens, c'est ça, c'est quand même la forme, la mise en scène, et on arrive, le message passe. Ça, c'est intéressant. Et après, la justesse du fond, quoi. Et la justesse du fond, quoi. Parce qu'il va falloir aussi avoir un discours extrêmement clair, quoi. Parce que c'est complètement facile de s'égarer dans ces notions de dégradation des matières organiques, dégradation des roches, complexe argilo-humique. Tu peux rebuter les gens avec ça. Alors tu vas les séduire avec tes jolies plantes, tes feuilles mortes de toutes les couleurs, tes cailloux, etc., qui se dégradent, etc., ça peut tripoter. Mais il faut que la démonstration reste très limpide. Fais un gogo, et vas-y, la pitchouille et tout le truc. Ah, c'est parti. Ça me fait penser, tu te rappelles, Privace, là. Ah ouais. Ah, c'était bon aussi. Tu sais, oh là, on avait fini la queue le. Surtout toi, hein. Ah ouais, écoute, oui, bien sûr. Le petit Saint-Joseph, là. Ah le Saint-Joseph, écoute, il m'a tapé au casque pendant 3 jours derrière. Ah ouais, je l'ai senti passer. Je voyais les gens qui étaient là comme ça. C'est Canus. Canus, pardon. Ah oui, oui. Bah, mais tu sais... Non, mais alors là, vraiment, c'était le grand lâchage. Ça m'a tué, quoi. Ouais, c'est des souvenirs rigolos. Je suis pas sûr que t'étais très crédible, hein, quand même. Ah ben non, tu sais, voilà... La conférence, ça sur le fil. Ouais, c'est vrai.
Comment ça va plus marcher très droit là? J'anticipe un peu, mais moi je suis vide. Enfin, je suis plein, mais mon verre est vide. Et j'ai ce petit bruit là. T'as entendu là? Ah ouais. Santé, aux Ouais, Cévennes, tiens. aux châtaignes, à l'automne. Mais justement, on s'est activé dimanche dernier. Non, il y a 15 jours, avec le beau-frère. Alors, on était parti faire du bois, on était monté sur la... Tu recommençais chez lui, là. Il y a une colline derrière. Là, il y a plein d'arbres morts et tout. Bah, là, là-bas. on tire une souche au palan, comme ça. Le truc, il pète. Lac il sicote pété, quoi, le mec. Sicote. Ah non, mais j'ai peur, hein. Le truc Ah, il est en parti. reste? Ben écoute, tu comptes, hein. Bon, non, mais c'est bon. Non, mais si tu veux, le truc, c'est qu'on était en haut. Moi, j'ai cru qu'il fallait sortir la barquette, hein. Ah, ici, comme pour descendre. Hein. Ah, c'est un métier, hein, Ah, forestier. il est tout comme ça, là. Tu vois. Oh, putain. Hein? Oh. Il est pas passé? Fausse route. Merde. Attends, tu vois un peu? Je disais, je suis bien. Oh putain, je suis pas bien. Ça pique, hein? Ah, ça. Eh, ça... Moi, j'ai la terroir, chaude. hein. Oh, et le sous-bois, tu sais ça, le sous-bois? Un peu, ouais. Hein? Ah, je suis bien ici. Toi, tu continues la chasse, toi? Ma chasse. La chasse au verre. Ah, les taupinières. C'est de la taupe, c'est qu'il y a du verre. Ah, il est bien vigoureux celui-là. Tu seras très bien dans mon jardin. Donc là, vous m'expliquiez que dans une lande comme ça, il y avait beaucoup moins de verre. Hein. Oui, tout à fait, oui. Oui, ben, ce sont des régions montagneuses comme ici. La roche est beaucoup plus importante. Alors, de ce fait, si vous voulez, les vers ont quand même beaucoup plus de mal à se mouvoir. Et leur population est beaucoup moins importante que dans la vallée. C'est vraiment pas ici leur terrain de prédilection. Hein. Je voulais vous poser les 5 questions que Oui. tout le monde se pose sur les vers de Oui. terre. Que font les vers en hiver? Les vers en hiver, oh ben, c'est pas compliqué, ils maintiennent leur activité, hein. C'est une saison qui leur est plutôt propice. Bon, éventuellement ils se protègent, ils évitent d'être dans les zones où les régions, les couches terrestres qui sont gelées, hein. Mais sinon ils maintiennent leur activité. C'est davantage en été, si vous voulez, que là ils vont s'enfuir beaucoup plus profondément dans le sol pour aller rechercher l'humidité. Voilà. Bon, là ils se roulent sur eux-mêmes, comme ça ils dégagent des sucs qui leur permettent de créer un cocon. Ils passent l'été au frais, comme ça. Est-ce que les vers ont des dents? Non, les vers n'ont pas de dents, hein. Ils ont simplement une bouche qui leur permet d'ingérer les matières organiques. Et ensuite, c'est une sorte de muscle, quoi, si vous voulez. Et ensuite, c'est leur appareil digestif qui fait le travail.
Est-ce que les vers ont des pieds? Non, 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 les vers n'ont pas de pieds. Hein. Les vers à pieds, ce sont les vers à vin, d'accord? Bon. C'est vrai, Ouais, ouais. c'est vrai. Non, 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 les vers n'ont pas de pieds. Simplement, ils se déplacent comme ça par contraction antéro-postérieure, hein, des anneaux, les anneaux qu'ils ont donc sur l'abdomen. Ces contractions ressemblent c'est le même principe que pour les reptiles. Voilà, c'est le même mouvement qui s'installe. D'accord. Quelle est la taille maximale qu'un ver peut atteindre? Bon, alors la taille maximale des vers en France, c'est ça, ils évoluent dans la région du sud-est, bassin méditerranéen, ça va jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20. Ah d'accord. Oh, oui, c'est conséquent. Et ça, c'est le record. Oui, ah non, alors si vous voulez, ça c'était en France, non, le record, un ver qui a été répertorié en Australie, qui faisait 6 mètres. Oh là là. Ah oui, là c'est énorme. Ah oui, là, vraiment. Alors, la petite dernière pour les enfants qui grattent la terre. Si on coupe un ver en deux, est-ce que ça fait 2 vers? Et non, ça ne fait pas 2 vers. Non, 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 quand vous coupez un ver en 2, ça fera jamais 2 vers distincts, bien sûr. Non, non, le ver peut perdre une partie de son corps, parce qu'il a été mangé par un prédateur, mais non, non, en aucun cas, ça fera 2 vers. C'est comme le même principe que pour le lézard. Le lézard perd sa queue, bien sûr, continue à vivre. Maintenant, couper un lézard en 2, vous verrez, il ne s'en sortira pas. Hein. Eh bien écoutez, merci, je crois que j'ai vraiment compris le côté essentiel des vers de terre. Merci beaucoup. Non, mais écoutez, moi, vous savez, de toute façon, c'est un sujet, vous avez compris, qui me passionne. C'est toujours un bonheur de pouvoir partager ça, voilà, hors du contexte un peu professionnel. Moi, bon, vous savez, c'est vraiment important. Moi, je me plais à penser que c'est l'accumulation du travail des vers, comme ça, de façon permanente, qui a fini par produire des grands effets tels que ces montagnes, vous voyez. Ouais. Scientifiquement, c'est un peu limite. Non, enfin, la géologie, je crois que c'est pas pour rien. Ah oui, non, mais bien sûr, vous savez. Bon, de toute façon, comme scientifique, j'ai toujours été considéré comme un original. Hein, de toute façon, non, non, moi, non, ce qu'il faut savoir, non, ce qui est important, vraiment, c'est que le message est là. Hein, il n'y a pas sans vers de terre, il n'y aura pas de vie sur notre planète, hein, de façon pérenne. Et à partir de là, il faut vraiment que l'homme apprenne à vivre en harmonie avec la faune et la flore qui travaillent pour nous. Hein, c'est essentiel. Le message est passé, j'en suis persuadée. Encore merci Alain Canus. Canu. Ça serait trop beau, mourir d'amour. Moi, y a longtemps que je serais sous terre. Ça serait trop beau, mourir d'amour et de coucher avec les vers. Les longs briqueraient mes os. Les longs briqueraient mes dents. Les longs briqueraient ma peau. Le chien danserait sur mes côtes. Et puisqu'il faut bien que je trimballe mon âme et tous ses attirails, je m'en vais faire un tour au bal pour chercher un gars à ma taille. Mais le problème que j'ai, c'est que je n'aime que les poètes, chanteurs, violonistes, musiciens.